et 3. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de ce petit moment qu'on va partager, alors en direct pour certaines personnes parmi vous et puis en replay pour les autres. Ce petit moment où finalement on va prendre le temps de parler de quelque chose dont on n'a pas si souvent que ça l'habitude de parler de manière plutôt joyeuse et tranquille, à savoir l'argent. Et l'argent, surtout, en quoi est-ce que parler d'argent peut finalement contribuer à être un accélérateur dans sa carrière dans la tech, un booster de carrière, et que ça n'est pas que négatif, ça n'est pas que, disons, vu de manière péjorative. Et comment est-ce qu'on fait pour parler d'argent sans se sentir mal quand on est une femme et quand on est une jeune femme. Et Dieu sait si là-dessus, il y a beaucoup de représentations qui peuvent être bloquantes pour pas mal de jeunes femmes et de jeunes filles. Donc, je suis ravie qu'on puisse prendre ce moment ensemble. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si on continuera à voir mon visage. En tout cas, vous entendrez mes éclats de rire et ce sera déjà pas si mal. Voilà. Alors, hop. Donc, la thématique, c'est l'enjeu, c'est comment parler d'argent pour booster votre carrière dans la tech. Hein. Donc, avant de démarrer ce petit moment, et vraiment prenez-le comme une parenthèse, et pour toutes les personnes qui regarderont ça en replay, prenez-le comme une parenthèse dans une journée, une semaine, une soirée un peu dense pour véritablement vous poser. Et donc, s'il vous plaît, essayez de mettre tous les autres onglets en silencieux et de mettre à distance les sources de distraction au loin, dans toute la mesure du possible, bien sûr. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Imen. Alors, j'ai plusieurs casquettes. J'ai 43 ans. J'ai plusieurs casquettes. Pour la faire courte, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le monde de la finance et de l'entrepreneuriat aussi, puisque j'ai créé 2 entreprises et j'en ai repris une 3e. Je suis à ce titre parmi vous, devant vous aujourd'hui, puisque j'ai créé une entreprise qui s'appelle Own Your Cash, qui est une plateforme éducative. Donc, on fait des formations pour faire quelque chose d'important, à savoir stimuler l'indépendance économique des femmes, puisque, à mes yeux, sans réelle égalité économique entre hommes et femmes, égalité en droit, dont on a la chance de jouir en France en tout cas, relève de l'illusion. Si on n'a pas les moyens d'exercer ses droits pleinement et entièrement, si on n'a pas les moyens de prendre un avocat pour faire exercer ses droits lorsqu'on est salarié, lorsqu'on n'a pas les moyens de partir de chez soi si ça ne va pas, avoir le droit de le faire, mais ne pas avoir les moyens de le faire, finalement, annule complètement l'existence de ce droit. Et donc, la question de l'égalité économique est absolument essentielle et elle est à la base de tout le travail qu'on fait chez Own Your Cash. Et donc, avec une mission fondamentale qui est de stimuler l'indépendance économique des femmes, qui passe par tout un tas de programmes adaptés en fonction des besoins et des priorités de chacune et de chacun, puisque on s'adresse également aux hommes qui ont envie d'apprendre à porter un regard un peu différent sur les projets, les ambitions et les sujets qui peuvent être portés par des femmes entrepreneurs. Alors, pour les personnes qui sont là dans le chat, et puis pour celles qui ne sont pas là aussi, je vous invite aussi à jouer le jeu. Et même si je ne pourrai pas voir les réponses en direct, néanmoins à jouer le jeu, c'est-à-dire à véritablement vous poser ces questions-là et essayer d'y répondre. Puisque ça fait partie du processus, donc ce n'est pas une présentation un peu formelle, c'est bien un atelier où vous allez partir d'un point A et arriver à un point B. Donc, je vous invite à embarquer ensemble dans ce processus avec moi. Et pour pouvoir embarquer dans les meilleures conditions, il s'agit d'essayer de répondre aux questions que je vais vous poser. Donc, la première, c'est de savoir si vous avez déjà senti physiquement une gêne, c'est-à-dire le feu, vous montez aux joues, votre ventre se nouer, ou carrément une furieuse envie de d'étaler et de partir avant une réunion, avant une occasion où vous alliez devoir parler gros sous, que ce soit devant le banquier, devant votre employeur, devant éventuellement une personne, un potentiel employeur dans le cadre d'un entretien pour négocier un contrat d'apprentissage, ce genre de choses.
Voilà, donc dites-le moi dans le chat pour les personnes qui sont présentes. Et puis pour celles qui seront en replay, notez-le dans un petit coin, puisque ça fait partie de la réflexion. Deuxième question. Est-ce que vous vous êtes déjà saboté en demandant, pour les personnes qui parmi vous ont déjà travaillé, ont déjà peut-être eu l'occasion de travailler dans le cadre d'un stage rémunéré ou dans un job d'été ou dans même un premier emploi, est-ce que vous êtes déjà saboté en demandant vraiment beaucoup moins en termes de rémunération que ce que vous auriez imaginé ou ce que vos amis ou vos proches vous avez recommandé de demander? Est-ce que vous êtes déjà saboté en demandant beaucoup moins de responsabilités aussi? Et est-ce que vous avez peut-être même déjà renoncé à demander? C'est-à-dire que c'était tellement tellement lourd, tellement gros que finalement vous vous êtes dit non, je prendrai ce qu'on veut bien me donner. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là? Dites-moi ça. Et encore une fois, pour les personnes en replay, je vous invite à réfléchir et à noter si vous êtes déjà trouvé dans cette situation et si oui, à quelle occasion. OK. J'imagine que pour les personnes qui ont participé ou qui vont participer, ça va probablement vous rappeler quelqu'un parce que finalement, ce genre d'éléments, ce sont des freins, ce sont des sensations, ce sont des sentiments, ce sont des émotions qui sont très très fréquentes parmi les femmes, très fréquentes en France. Pas que en France d'ailleurs, mais c'est le territoire en tout cas dans lequel on est en train de discuter aujourd'hui. Et donc, il est probable que ça vous rappelle quelqu'un et que ça vous rappelle bien quelques expériences que vous avez peut-être vécues par le passé. Peut-être que ça peut vous rappeler aussi vos parents, vos proches qui vous ont raconté des expériences pas toujours très positives et qui les faisaient se sentir mal. Donc, peut-être que ça vous rappelle aussi quelqu'un d'autre. Et donc, peut-être que à l'issue de cet atelier, vous aimeriez bien pouvoir venir à bout d'un certain nombre de tabous autour du fait de demander, autour de croyances sur le fait que il ne faut pas trop demander pour pas se faire mal voir et de finalement ne plus vous sentir bloqué dans vos projets qui, je vous le souhaite, seront peut-être dans la tech. Vous voulez pouvoir être payé à la hauteur de votre contribution dans votre job actuel ou à venir, sans vous brader, et ça c'est absolument essentiel, ni devoir quémander ce qui vous semble juste normal. Parce que, a priori, si c'est comme à l'école, voilà, on travaille bien, on a une bonne note, merci, au revoir. Dans le monde professionnel, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, y compris en termes de rémunération. C'est aussi pas tout à fait comme ça que ça se passe en termes de responsabilité, même si c'est pas le champ de l'atelier d'aujourd'hui, mais en termes de rémunération non plus. Et donc, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est la chose suivante. La première, c'est 2 blocages fréquents autour de l'argent qui se retrouvent chez beaucoup de femmes. Ça, c'est la première des choses. Et vous allez découvrir également des pistes pour les démystifier, pour y réfléchir et pour les contourner en douceur. J'aimerais vraiment que vous repartiez de cette petite heure d'atelier avec voilà, quelques astuces. Moi, je ne crois pas personnellement à des grandes révolutions internes avant de pouvoir se mettre en mouvement. Je ne crois pas au fait qu'il faille être absolument totalement détendu par rapport à l'argent, par rapport à d'autres sujets tabous comme la sexualité ou d'autres, avant de commencer à faire des choses. Je pense qu'il est important d'essayer et il est important de commencer et de voir comment on se sent, d'ajuster, d'apprendre de cette expérience et d'avancer pas à pas. Mais en revanche, attendre d'être parfaitement à l'aise avec l'argent pour pouvoir commencer à en parler, je pense que c'est une attitude qui n'est pas aidante pour les femmes et qui fait partie des mauvais conseils qu'on voit un peu trop fleurir à droite à gauche sur les réseaux sociaux et qui, à mon avis, sont pas du tout aidants. Et la deuxième chose que vous allez découvrir, c'est 2 actions concrètes, parce que vous l'avez bien compris, je suis orientée vers l'action, 2 actions concrètes à mettre en œuvre pour pouvoir booster votre carrière actuelle ou à venir dans la tech en parlant d'argent. Et ça va être super concret. Donc, pour commencer sur les blocages, le premier des grands blocages fréquents,
qui est donc une croyance vraiment très, très répandue, c'est que l'argent pervertit. Donc l'argent corrompt, l'argent c'est mauvais, l'argent c'est mal. Donc il pervertit quoi? Il pervertit tout ce qu'il touche, ça c'est une croyance très fréquente, et puis il pervertit tous ceux et toutes celles qui le touchent. Et donc associé à ça, disons l'autre pendant de ça, c'est qu'il y a des personnes qui considèrent que si on fait des choses gratuitement, si on fait des choses qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas de prix affiché dessus, si on ne demande pas une contrepartie en argent, en euros ou en dollars par rapport à une action, par rapport à un travail, par rapport à un projet qu'on fait, eh bien ça n'a pas de valeur. Okay, et ça, en fait, on est autour de soi dans ces tourbillons d'injonctions qui vont un peu dans tous les sens. De plus en plus, je vois fleurir aussi des demandes où on dit aux femmes, il faut que vous soyez consciente de votre valeur, il faut que vous demandiez votre valeur dans le domaine professionnel. Moi, ma conviction, c'est que notre valeur à chacun et chacune, elle est infinie. Okay, et que en fait, on ne peut pas mettre de prix ou de chiffres sur notre personne. On ne peut pas mettre de valeur sur l'amour qu'on peut porter à un enfant ou à un bébé. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, première des choses, à mon avis, premier élément de réflexion pour vous, c'est de vous dire que c'est OK de se sentir mal à l'aise avec le fait d'essayer de mettre un prix sur soi, puisque en fait, vraiment, ça n'a pas de sens. En revanche, vous pouvez mettre une valeur à votre travail, et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand on dit à beaucoup de femmes, il faut que vous appreniez à vous vendre, moi je vous invite à faire un pas de côté et à vous dire, non, vous n'êtes pas en train de vous vendre, vous, personne physique, vous, individu, non, vous n'êtes pas à vendre. Vous n'êtes pas à vendre, merci. En revanche, vous pouvez mettre sur la table des négociations votre contribution, votre travail, vos idées, je sais pas, vos produits éventuellement, si vous vous destinez à une carrière dans la tech plutôt en tant qu'entrepreneur, vos services ou en tant que freelance, ok? Mais c'est pas votre personne que vous mettez sur la table en termes de négociation et de rémunération et de prix et de valeur. Et du coup, ça allège beaucoup les choses. Ça allège beaucoup. Lorsqu'on a la conviction profonde que notre valeur individuelle est infinie, mais qu'en revanche, effectivement, pour un produit donné ou pour un travail donné, pour une contribution donnée, ok, peut-être que cette entreprise-là, cet employeur-là, finalement, ce que je lui demande par rapport ou ma perception de la valeur de mon travail est différente de la sienne. Et c'est pas grave. Mais c'est pas parce que vous êtes payé 10 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros que vous valez 10 fois, 100 fois ou 1000 fois le voisin. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, je vous invite, première source de réflexion, à vous poser sur ce premier paramètre. Deuxième blocage très fréquent autour de l'argent pour les femmes, c'est la question de la motivation. Et donc, c'est cette petite phrase que j'entends très souvent qui est de dire « je ne le fais pas pour l'argent ». Alors, je le fais par altruisme. Vous avez bien entendu la mission avec une dimension politique évidente dans New York Cash, qui est de stimuler l'indépendance économique des femmes parce que c'est une condition essentielle de l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité réelle entre hommes et femmes à mes yeux. Bon, donc effectivement, je ne le fais pas pour l'argent, ça c'est sûr. Pour autant, ça ne justifie pas de se dire que vous pouvez vous suffire de faire les choses sans argent, ou alors en considérant que il faut que vous vous débrouillez avec le peu d'argent que vous arriverez à tirer de ce projet ou de cette carrière, etc. Et donc, on arrive vite dans les questions de carrière passion, de parcours passion, qui, si on se retrouvait à être finalement pas si mal payé que ça, voire bien payé, et finalement c'est un peu louche, et donc on peut remettre en cause potentiellement vos motivations profondes et se demander si finalement vous ne faites pas ça plutôt pour l'argent que pour la passion que vous êtes en train d'affirmer supposément pour tel secteur, tel domaine ou pour la tech. Oui, enfin, donc on vit dans une économie de marché, en tout cas en France. Jusqu'à preuve du contraire, il faut que vous trouviez des sources de financement pour pouvoir payer votre loyer,
payer vos charges, je ne sais pas, enfin, vous déplacer, faire tout ce pourquoi on a besoin d'argent au quotidien. Si vous avez un projet entrepreneurial, bah, de la même manière, il faut bien que vous ayez du carburant pour faire grandir votre projet. Et donc, c'est un peu l'image, vous savez, du masque à oxygène dans les avions. C'est que dans les consignes de sécurité, on vous demande d'abord, s'il y a un problème de dépressurisation, de mettre d'abord votre masque à oxygène à vous, donc de vous sécuriser vous, avant d'aller aider les autres. Okay. Ben là, c'est un peu pareil. C'est que, et en particulier quand on est très généreux ou très généreuse et quand on est très ouvert vers les autres, et en plus le conditionnement social globalement de la société envers les femmes, c'est que c'est très valorisé positivement que de faire les choses gratuitement, les choses par altruisme. Quand on est une femme, c'est vu positivement. Donc il y a un renforcement positif quand en plus il y a un appétit, disons, des femmes pour ça. Elles sont très bien vues, donc c'est très bien. Néanmoins, bah, si vous n'avez pas la base pour vous, c'est-à-dire ce masque à oxygène pour vous, comment voulez-vous aller aider les autres dans de bonnes conditions? Et donc, finalement, entre guillemets, vous le devez à vous-même parce que vous voulez pleinement réaliser votre motivation d'aller aider les autres. Donc, je pense que, encore une fois, deuxième pépite sur laquelle je vous invite à réfléchir, qui est, ça n'est pas parce que vous ne faites pas les choses pour l'argent que vous devez les faire sans argent. Voilà, donc voilà, deuxième réflexion là-dessus. Alors, je vais juste regarder rapidement dans le chat s'il y a des réactions. Alors. Et si le chat veut bien s'ouvrir, c'est toujours la surprise. C'est toujours la surprise. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, les hommes participent ou écoutent simplement. Mais les hommes participent aussi, bien sûr. Évidemment, évidemment. Évidemment. Ok. Donc, je recommence le partage. J'espère que les choses sont claires jusqu'à présent. Donc, on va passer aux actions concrètes, puisqu'on était là pour parler de concret. Donc, 2 actions concrètes à mettre en œuvre pour booster votre carrière en parlant d'argent. Puisque, une fois qu'on s'est dit que finalement, il y avait des blocages assez fréquents pour les femmes et aussi chez certains hommes, hein, clairement, à parler d'argent, bah, c'est difficile d'être... disons, de se mettre en mouvement sur un sujet si on n'arrive même pas à en parler. Et donc, la première des choses que je vous invite à faire, en termes d'action concrète, c'est de vous entraîner. Et de vous entraîner à faire 2 choses. La première, c'est de vous entraîner à poser des questions autour de sujets très variés. C'est-à-dire que, finalement, parce que aussi... c'est pas toujours bien vu en fait dans le monde professionnel que de poser des questions. On peut se dire ah mais tu es un peu trop curieuse, ah mais pourquoi tu as besoin de savoir ça, etc. On peut se dire que, et puis en plus enfin, avec tous les clichés sur les femmes qui seraient supposément beaucoup trop curieuses, à mes yeux la curiosité est une grande qualité parce que ça vous permet d'apprendre, ça vous permet d'aller au-delà de vos croyances initiales, ça vous permet de développer vos connaissances. Et de croiser aussi les informations, d'aller au-delà de biais d'habitude. Donc c'est super, à mon avis, d'être curieux, d'être curieuse. Et donc, en revanche, poser des questions dans tous les sens, ce n'est pas forcément très aidant. Et donc, pourquoi est-ce que je pense que c'est une vraie action concrète, c'est une vraie compétence à développer? C'est que s'entraîner à poser des questions dans la vie quotidienne en y mettant des chiffres ou en demandant aux personnes d'essayer d'illustrer leurs propos par des chiffres, ça vous entraînera à entendre le refus de l'autre, ça vous entraînera à considérer des alternatives, ça vous entraînera aussi à écouter le point de vue de l'autre, et ça vous entraînera aussi à essayer d'identifier comment est-ce que vous pouvez amener les choses pour faire que la personne en face de vous se sente à l'aise de répondre ou de ne pas répondre. Donc au début, évidemment, c'est plutôt sur des choses, je vous invite à essayer plutôt sur des choses de la vie quotidienne qui ne sont pas très engageantes pour vous, hein, qui ne sont pas
Genre, votre carrière demain et après-demain ne va pas en dépendre, la santé de votre famille ne va pas en dépendre. Donc, on parle de questions assez anodines. De demander par exemple la composition du pain au chocolat à la boulangerie quand vous irez acheter votre petit pain au chocolat demain, par exemple. De demander, je sais pas, le poids ou les ingrédients qu'il y a dedans. Et donc en vous entraînant tous les jours à poser une question et aussi ensuite, deuxième chose, à vous entraîner à entendre le refus, à vous entraîner aussi à aller au-delà de votre peur de déranger, parce que c'est aussi l'un des freins qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, j'ai pas envie que la personne en face de moi se sente mal à l'aise, à peut-être pas savoir quoi répondre, donc je vais éviter de poser la question, ou alors je veux pas me sentir bête de pas savoir la réponse. Finalement, toute cette gêne-là, on peut la traverser pour autant qu'on s'y entraîne. Et la deuxième étape assez naturelle, une fois qu'on s'est entraîné à poser des questions, c'est de s'entraîner à négocier. Puisque, en fait, souvent, la négociation passe par du questionnement, passe par la compréhension des motivations de l'autre. Et encore une fois, si possible, avec des chiffres. Alors, l'endroit merveilleux pour apprendre à négocier, c'est le marché. Hein, c'est aller soit à la brocante, soit au marché de fruits et légumes, souvent en fin de marché, pour avoir des prix ronds, pour aller, la personne, je sais pas, le marchand va vous proposer un lot de 2 pour X euros, et vous allez dire, OK, d'accord, mais 2 plus... si vous me faites un prix avec ça, je veux bien le prendre. Enfin, et encore une fois, comprendre les motivations, comprendre le point de vue de l'autre et vous entraîner à ce qu'on vous dise non. Et ne pas fondre comme dans, je ne sais pas si vous avez vu ce film, comme dans Amélie Poulain, ne pas devenir une grande flaque d'eau comme ça et fondre de honte et de malaise juste parce qu'on vous a dit non. La peur de se sentir rejeté, elle est réelle, hein, bien sûr. Pour autant, plus vous vous habituerez, plus vous deviendrez à l'aise et plus vous vous sentirez forte à non pas considérer ça comme disons un blocage dans la relation, mais comme, bon, bah, ok, la personne ne veut pas ça, bah, qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Comment est-ce qu'on pourrait arriver à un accord? Et donc, le fait de vous être entraîné avant à poser des questions vous permettra d'avancer. Donc ça, c'est une première action concrète très, qui peut vous paraître anodine, mais qui ne l'est vraiment pas du tout. Et la petite phrase que je vous donne en cadeau, c'est, et que moi je pratique beaucoup en fait, mais même en réunion, c'est que parfois je pose des questions qui ne sont pas directement dans le sujet. Et avant de les poser, je demande l'autorisation de poser une question. Et souvent la personne est surprise en disant bah, bien sûr, oui, bien sûr, tu peux poser une question. Et je poursuis souvent en disant mais sens-toi à l'aise ou sentez-vous à l'aise de ne pas y répondre si ça vous gêne. Et il est rare que la personne, parce que j'ai fait cette introduction-là, il est rare que la personne dise non, non, je ne veux pas répondre. C'est assez rare. Donc voilà le genre de pratique que vous pouvez commencer à engager. Et si possible avec des chiffres, avec des prix, avec de l'argent. C'est pour ça que je dis le marché, la brocante, c'est des super endroits pour développer ça. Et deuxième action concrète, c'est que pour les personnes parmi vous qui sont au début de leur phase professionnelle ou qui sont déjà en train de travailler. Vous le savez probablement, dans la tech, il y a des métiers qui sont en tension réelle, hein, et donc avec des enjeux de recrutement qui sont forts, et c'est super. Mais on ne peut pas attendre de quelqu'un de négocier hyper bien son salaire. On ne peut pas attendre de quelqu'un de savoir négocier un variable incroyable, de savoir négocier des responsabilités folles, etc. Si la personne se sent mal à l'aise à l'idée même de dire un chiffre, et d'ailleurs les connaît même pas, ces chiffres, sur finalement sa rémunération, sur les rémunérations de marché, sur ce que ses collègues touchent, etc., etc. Et donc c'est la raison pour laquelle la deuxième action concrète que je vous invite à faire, c'est de compiler les vrais chiffres, pas ceux dont vous vous souvenez vaguement, mais les vrais chiffres de tous vos projets professionnels et de toutes vos réalisations personnelles, associatives, etc. Et de ne pas hésiter,
aussi à poser des questions, de l'importance de poser des questions qui était vraiment la base de tout, et de ne pas hésiter à en parler à haute voix avec vos collègues, vos amis, éventuellement vos proches, votre famille, si vous avez des personnes qui sont dans ce secteur-là, dans des forums tels que Vivatech ou dans d'autres, de ne pas hésiter à poser des questions à haute voix pour dire et compiler les vrais chiffres de pour tel poste, quel est le salaire auquel habituellement on commence, bon, mais aussi vous comprendre, ok, est-ce que c'est normal que si on commence, je dis n'importe quoi, commercial ou développeur dans telle ou telle jeune start-up, est-ce que le fait d'avoir des responsabilités commerciales alors qu'on est développeur, est-ce que c'est fréquent? Oui, non. Bon, mais est-ce que c'est normal? Non. Ok, mais donc si c'est pas vraiment dans le poste, alors ça vaut quelque chose de plus, puisque ça n'est pas dans le poste initialement et qui est classiquement vu. Donc ça suppose que vous puissiez mettre une valeur distincte et un prix finalement distinct sur des fonctions ou des contributions différentes. Et le fait de savoir si c'est normal ou pas, si c'est classique ou pas, si ça se fait ou pas, ça suppose d'avoir posé la question précédemment à des personnes qui sont dans ce secteur-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça vous sera utile aussi de comprendre ce qu'il est possible, au-delà de négocier le salaire d'entrée ou de négocier une augmentation de salaire, c'est aussi de négocier et de demander autour des avantages divers. Évidemment, des questions de mutuelle, la prise en charge de la mutuelle de manière totale, des avantages en termes de prévoyance. Et alors, c'est sûr que quand on est jeune, on ne pense pas toujours à la retraite ou au fait qu'on puisse avoir un accident un jour, et je ne vous le souhaite évidemment pas. En revanche, ça fait partie des éléments de rémunération qui sont souvent minimisés, mais qui pour autant peuvent être plus faciles pour un employeur de mettre sur la table que du salaire, disons, plein et entier. Et dans la tech, précisément parce que il y a beaucoup de gens plutôt jeunes qui y vont. Lorsque, et éventuellement, peut-être que dans les personnes qui vont regarder ce replay, il y a des personnes qui sont en reconversion, qui donc sont peut-être dans une deuxième, voire une troisième période de leur vie professionnelle. Eh bien, ces sujets-là, de prévoyance, de couverture d'invalidité ou en cas d'accident pour que leurs proches soient protégés, ça peut avoir une importance particulière. Et donc, c'est pour ça que je le signale aussi. Autre point important qui peut être aussi évoqué, c'est le fait de négocier des intitulés de poste. Si vous êtes chef de projet, je ne sais pas, data science, mais qu'en fait, votre intitulé de poste, c'est chargé de mission. Bon, alors, chargé de mission, ça veut tout et rien dire. Alors, peut-être que vous avez été recruté chargé de mission, mais que finalement, assez rapidement, vous vous êtes retrouvé à coordonner, animer tout un tas de projets autour de la data science dans l'entreprise dans laquelle vous avez été recruté, et c'est super. Mais si dans votre profil, dans votre intitulé de poste et aussi sur votre profil LinkedIn et dans toutes les plateformes où vous pouvez être enregistré et dans votre CV, vous ne pouvez indiquer que votre poste réel, à savoir chargé de mission, et pas le poste effectif, à savoir chef de projet data science, vous voyez bien que demain et après-demain, si vous souhaitez partir de ce poste, ou en tout cas recevoir des possibilités, des opportunités professionnelles pour voir ce qui se passe dans le marché, et s'il y a des opportunités différentes et plus intéressantes pour vous, on ne va pas vous contacter pour un poste de chef de projet data science si vous êtes connu, disons, numériquement, uniquement pour être chargé de mission. Et donc ça fait partie des choses aussi à négocier, qui peuvent vous paraître un peu décalées par rapport à la question du fait de parler de cash, parler d'argent. Mais en fait, ça revient à négocier de la valeur. Alors, c'est une valeur sociale, en l'occurrence. C'est une valeur ça permet de booster la valeur extérieure, l'affichage extérieur que peut avoir votre profil professionnel dans le cadre de votre CV ou d'un profil LinkedIn ou d'un profil sur Welcome to the Jungle ou toutes les plateformes de recrutement en ligne. Ça peut booster la valeur de votre CV sans que finalement ça ne coûte 1 euro à votre employeur. Pour autant, ça peut être extrêmement intéressant pour vous, pour votre prochain poste, hein,
puisque vous n'aurez pas besoin de commencer les discussions en justifiant pourquoi est-ce que vous êtes en train de déposer une candidature pour chef de projet Data Science, alors que ça se trouve, ça fait 2 ans que vous faites ça. Alors même que, en fait, non, dans votre intitulé de poste, ça fait 4 ans que vous êtes chargé de mission et vous n'avez pas eu de promotion. Alors que dans les faits, oui. Donc ça, on ne le dit pas assez, on n'y pense pas toujours. Puis on se dit que voilà, tout le monde sait bien dans cette entreprise que vous faites ça. Oui, oui, mais c'est bien de l'ancrer aussi. Et donc, à nouveau, je reviens au point d'avant, c'est si vous vous êtes entraîné à négocier et à entendre des refus, à comprendre des alternatives, le fait de négocier un intitulé de poste, si on vous refuse une augmentation de salaire significative immédiatement, c'est une façon d'obtenir quand même quelque chose qui a de la valeur pour votre avenir de demain et d'après-demain. Donc, je disais, donc l'alignement profil LinkedIn, CV, etc., j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, quand même, dernier point, c'est de vous habituer à parler de ces sujets à haute voix, donc avec des tiers. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire à haute voix? Ça veut dire que concrètement, le fait si vous êtes déjà en poste, si vous êtes déjà sur ce type de métier, donc dans l'univers de la tech, ou que vous participez à des salons professionnels, des salons de recrutement, des salons d'orientation, vous êtes habitué à poser des questions et à négocier avec des chiffres, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des choses finalement anodines qui n'ont pas beaucoup d'importance pour vous. Le jour où vous aurez commencé à travailler ou que vous êtes déjà en train de travailler et que vous commencez à vous dire tiens, il faudrait peut-être qu'on revoie mon salaire ou moi j'aimerais bien aller chercher tel type de nouveau poste parce que c'est plus sympa ou j'ai envie de me reconvertir, vous vous serez déjà entraîné sur d'autres thématiques. Et donc, aller poser des questions à une personne dans un salon professionnel pour lui dire, tiens, vous, comment vous êtes arrivé, quel a été votre parcours pour arriver à ce poste et la personne, supposons, a 5 ans d'expérience professionnelle de plus que vous. Qu'est-ce que vous me conseilleriez en termes de parcours pour arriver à avancer en suivant votre chemin? Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme piste, comme conseil? Qu'est-ce que vous verriez à ma place? Poser cette question gentiment, tranquillement, ça suppose quand même d'en avoir posé plein d'autres questions beaucoup plus faciles et beaucoup plus anodines avant de demander des conseils à un parfait inconnu sur un truc quand même assez engageant qui est son avenir professionnel. Et donc, de la même manière, alors ça ne se fait pas toujours dans certaines entreprises, ça ne se fait pas toujours dans certains milieux familiaux, mais là encore, je trouve que ce poids repose particulièrement sur les épaules des femmes qui parlent d'argent à haute voix. C'est pas super bien vu et c'est difficile et ça m'attriste, mais bon, c'est comme ça. C'est que dans la mesure où vous aurez, encore une fois, vous serez entraîné à poser des questions et à demander l'autorisation de poser la question avant de poser la question sur des sujets qui peuvent être un peu délicats, vous donnera, j'espère, ce supplément d'audace. Hein, et ce n'est pas du courage, c'est bien de l'audace. Que de poser la question à vos collègues. Alors, peut-être pas ceux qui sont exactement à votre niveau au même niveau de poste, mais des personnes qui sont plus haut que vous. Ou si vous êtes en entretien pour entrer dans une nouvelle entreprise, c'est de contacter directement sur LinkedIn ou sur Twitter, qui est un réseau en fait très ouvert, hein, de contacter des personnes qui sont passées par cette entreprise et qui n'y sont plus, pour leur dire, tiens, voilà, je suis en entretien de recrutement pour telle entreprise, j'ambitionne de rentrer à tel niveau de poste, à tel type de poste. Est-ce que vous pourriez m'accorder 15 minutes pour vous poser quelques questions sur comment aborder les choses de la manière la plus positive et durant la discussion, parce que la personne, elle n'est plus dans la boîte, donc au final, c'est plutôt positif et flatteur en fait d'aller lui demander son avis et de demander un peu de mentoring. C'est ensuite de ne pas hésiter à poser la question à votre avis, en termes de rémunération, qu'est-ce qui serait... est-ce que dans cette entreprise, il s'est bien vu de négocier tout de suite? Parce qu'il y a des entreprises où on va attendre de vous que vous négociez le salaire qui vous est demandé, et d'autres où il est préférable de plutôt négocier d'autres paramètres parce qu'il y a des grilles très très figées, c'est très compliqué, et qu'en fait, le seul moyen de monter en salaire, c'est en fait de monter en poste, en titre. Et donc, la chose à négocier, c'est pas le cash, c'est le titre. Voilà. Donc, je sais que pour les personnes qui sont en direct et pour celles qui sont en replay, ce que je dis n'est pas évident et que vous vous dites oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper dur, mais est-ce que je vais être capable de faire tout ça?
Encore une fois, je le disais, moi je ne crois pas à la révolution, le grand soir, tout ça. Tout ceci est un processus. En revanche, si vous ne l'entamez pas demain matin, c'est autant de temps perdu pour toutes les choses que vous auriez pu faire dans 1 an, 2 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si vous aviez eu un peu plus de moyens, un tout petit peu plus de moyens, en commençant à vous entraîner d'ores et déjà, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans le chat comment vous vous sentez par rapport à ces actions, ou en tout cas à y réfléchir, encore une fois, si vous êtes en replay, à voir, est-ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous parle, comment vous vous sentez, est-ce que vous sentez d'attaque ou pas trop? Et puis je vais faire une synthèse dans un moment. Alors je retourne dans le chat. Chocolatine, oula, on a des gens du Sud. Ok. Alors, comment vous vous sentez? Dites-moi par rapport à ces actions. Dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous vous sentez déterminé, perplexe, dubitative? Est-ce que vous voyez exactement comment faire à partir de demain matin? Le samedi, c'est un jour de marché dans plein de villes, le samedi ou le dimanche. Dites-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Et en attendant de vous lire, je vais faire une petite synthèse. Si ça veut bien partager. Hop. Est-ce que ça veut bien partager? En synthèse, je pense que le message clé, c'est que vraiment votre argent, et je dis bien le vôtre, pas celui de votre famille, pas celui de vos enfants, pas le vôtre à vous, c'est un gage de sécurité, bien sûr, pour faire face aux aléas de la vie, les aléas difficiles. C'est aussi une garantie pour votre liberté de choix, et y compris votre liberté de choix en termes de carrière. C'est-à-dire que, effectivement, si vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de risques parce que vous décidez de faire une reconversion ou bien que vous avez décidé de faire un contrat d'apprentissage dans une école qui commence sur les métiers de la tech, mais que vous avez un petit peu peur parce que vous vous dites oui, bon, mais je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Il est évident que si c'est un contrat d'apprentissage qui est plutôt pas trop mal payé, ça ne vous donnera pas la même perception, vous n'aurez pas la même perception du niveau de risque et donc de l'opportunité potentielle parce que vous vous direz bah, finalement, c'est pas que j'ai pas tant que ça à perdre, c'est que non, je peux me permettre et que donc je vais me concentrer plutôt sur ce que je peux y gagner plutôt que ce que je risque de perdre. Et ça, c'est ça qu'apporte le fait de se sentir un tout petit peu plus à l'aise avec l'idée de parler d'argent et un tout petit peu plus à l'aise avec l'action concrète de parler d'argent et de salaire et de rémunération, etc., etc. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez à l'issue de cet atelier, c'est que le fait de pouvoir vous dire, et dans la tech, compte tenu encore une fois des besoins en recrutement réels qu'il y a, si vous vous sentez moins bien, si vous ne vous sentez pas super bien dans une entreprise donnée, que le métier vous plaît, mais que bon, l'entreprise en question, c'est pas terrible, le fait d'oser et de vous sentir libre d'aller finalement réclamer plus de responsabilités ou de réclamer plus de liberté ou, je ne sais pas, une plus grande souplesse dans la façon dont vous travaillez. Le fait de vous dire que, au pire, vous irez chercher un job dans une autre entreprise parce que vous avez développé des compétences qui sont super géniales, que vous êtes capable de les démontrer, que vous avez les chiffres pour le prouver et qu'en plus, vous saurez négocier un salaire peut-être même en hausse dans une prochaine opportunité si cette opportunité-ci ne fonctionne pas très bien, et ça vous ouvre des océans de créativité et aussi de performance dans votre job au quotidien
parce que vous ne direz pas « Ah là là, mais en fait, je risque de mal me faire voir par mon patron, ma patronne, par mon responsable, parce que finalement, ouh là là, je ne peux pas me permettre de perdre ce job-là. » Et ça, cette sérénité-là, on n'y pense pas assez. On n'y pense pas assez. Cette disparition de stress, on n'y pense pas assez. Et ça fait partie des choses que peut fournir, que peut libérer le fait de se sentir à l'aise, ou plus à l'aise en tout cas, par rapport au fait de pouvoir parler d'argent et de salaire et de rémunération, etc. Et le corollaire de ça, c'est de sentir moins de stress, donc moins de charge mentale pour absolument vouloir se conformer à tout moment dans l'organisation où vous êtes, puisque se conformer, vouloir se conformer à tout prix, rire aux mêmes blagues que les collègues, s'habiller pareil, venir à la même heure, manger la même chose et je ne sais pas quoi. Bon, il y a des personnes, si vous tombez sur l'entreprise où c'est exactement le cas, bah, tant mieux pour vous. En revanche, quand même, la probabilité que vous soyez absolument aligné sur absolument tous les sujets n'est pas si élevée que ça. Et donc, en particulier pour les personnes en reconversion, où il y a souvent des questions d'adaptation culturelle. Et donc, dans ces cas-là, le fait, encore une fois, de vous être entraîné à parler d'argent, à être à l'aise avec ce sujet-là, bah, vous permettra d'avoir plus de force pour vous dire, OK, bah, en fait, j'ai en moi les ressources pour pouvoir potentiellement, évidemment, aller négocier un nouveau job ailleurs si ici ça ne me convient pas. Mais donc cette sérénité-là donnera aussi plus de sérénité aux personnes autour de vous pour potentiellement accepter les zones où vous êtes peut-être un peu en décalage ou en divergence par rapport à la culture disons, prioritaire de l'entreprise où vous êtes. Et c'est OK de ne pas tous être pareil, et c'est très bien aussi. Il y a des entreprises qui l'acceptent plus ou moins bien. Et l'innovation vient souvent des personnes qui ne sont pas tout à fait pareilles que les autres. Et donc, peut-être que vous pourriez bien être une de ces personnes-là dans une organisation finalement peut-être encore un peu grise. Et dernier point, c'est que le fait de vous préoccuper de votre argent, le fait d'apprendre à faire des placements, le fait de ne pas se dire que vous vous lancez dans la tech ou éventuellement la tech for good parce que vous ne faites pas ça pour l'argent et c'est super, ce n'est pas votre motivation première. Sauf que pour celles et ceux qui demain voudraient peut-être devenir entrepreneurs, bah, l'argent, ça vous donne du temps pour expérimenter votre projet, pour essayer des choses, pour vous tromper, pour apprendre de vos erreurs. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent ou que on est tétanisé à l'idée d'aller voir son banquier ou potentiellement des investisseurs ou des partenaires pour aller trouver des financements pour pouvoir développer son projet, si à chaque fois on est tétanisé, ben, on ne va pas pouvoir aller en chercher beaucoup. Et donc, il va falloir faire beaucoup de choses avec quasiment pas d'argent et donc probablement pas beaucoup de temps pour expérimenter et donc encore plus de pression pour votre projet. Donc, même quand on fait des choses qui ne demandent pas beaucoup de sous, il en faut quand même pour recruter, pour investir, pour voilà, communiquer. Et toutes ces choses-là, bah, ça demande de l'argent, ça demande d'être un minima, même si on n'est pas parfaitement à l'aise, mais en tout cas au fait de ces types de pratiques et de ne pas considérer que c'est pas pour nous. À mon avis, c'est pour tout le monde, pour autant qu'on se donne un peu de temps pour essayer de pratiquer et de trouver son style, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le faire et d'en parler. Voilà, donc hop, je reviens. Exactement, c'est intimidant mais intéressant d'avoir des pistes pour y aller à petits pas. Absolument, à petits pas, mais y aller vraiment. Mais y aller vraiment, Audrey, y aller vraiment. Alors, c'est le moment des questions. Si vous avez d'autres questions sur le sujet du jour, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas. La raison pour laquelle on a coupé les micros, c'est pour que vous puissiez toutes et tous poser vos questions, disons, de manière très ouverte et que vous vous sentiez à l'aise avec ça. Donc, il nous reste une petite quinzaine de minutes si vous souhaitez les utiliser. Et puis, pour les personnes qui sont en replay, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres,
vous pouvez évidemment me joindre sur le site d'Own Your Cash, sur les réseaux sociaux d'Own Your Cash, sur Instagram, sur Twitter. N'hésitez pas, on est très facile à trouver. Donc pour les personnes qui sont dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, dites-moi. Des choses que vous aimeriez que j'aborde. Là, c'était plutôt très axé salarié, mais peut-être qu'il y a des freelances ou des entrepreneurs parmi vous, donc n'hésitez pas. Non? Bon. Bah écoutez, je parlais tout à l'heure de s'entraîner à poser des questions. Bah voilà, ça en fait partie. Ça en fait partie. Même à l'écrit, s'entraîner à poser des questions, c'est utile aussi. Donc, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions pour aujourd'hui, j'espère que cet atelier vous aura été utile. Encore une fois, si vous avez des souhaits de précision ou des informations, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, plein de bonnes choses pour la suite de cette édition un peu spéciale de Vivatech avec cette initiative Wogitech avec laquelle à laquelle je suis très heureuse d'avoir pu contribuer avec cet atelier. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. Et puis, merci aux personnes qui seront là en décalé pour le replay. J'espère que cela vous sera utile et puis plein de bonnes choses pour vous pour l'avenir. Je pense que si chacun s'y met un peu, la tech pourra enfin bouger dans ses visages, ses profils, ses âges et qu'on en bénéficiera tous et toutes. Merci beaucoup.